c'était la partie facile de la soirée, celle qu'on a bien préparée, bien répétée, et je dois reconnaître que c'est toujours très impressionnant. C'est la troisième fois que j'ai le plaisir d'officier pour l'animation de la soirée du réseau Entreprendre. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je dois dire que j'arrive pas à trouver encore complètement mes marques. On est dans une logique d'entreprise, à notre échelle bien sûr, mais je vais juste vous raconter comment s'est passée la répétition. On a fait une répétition générale vendredi. On m'a beaucoup posé la question dans les couloirs, alors comment ça se passe, vous êtes prêts? J'ai évité de répondre. Vendredi on ne l'était pas du tout, ce soir on l'est presque. Et c'était un peu la commedia dell'arte. On s'est disputé, on se demandait quelle séquence on allait passer, qui allait parler en premier. Le maire de Versailles était bien sûr la priorité, mais derrière le maire de Versailles, comment est-ce qu'on s'organisait? Donc on avait notre fil rouge, mais ça a été très compliqué à caler. Mais en tout cas, il y a ce soir, je peux vous dire que tout est prêt. Vous avez pu voir les stands, vous avez votre petit livret. On va pouvoir célébrer tous ensemble cette troisième soirée des lauréats, la promotion 2012, la promotion Zimmermann. Notre président en donnera un mot. Et nous avons le plaisir de vous présenter des projets fantastiques. Vous avez vu que ça va de choses très technologiques, avec des gens qui ont des brevets, qui vont vendre dans le monde entier, des choses qu'on ne comprend pas toujours au bout de 2 minutes. Et puis il y a des projets beaucoup plus simples. La boucherie Godin, bien connue des Versaillais, en est un exemple. C'est ce qui fait le charme de ces 8 lauréats, sociétés lauréates que nous présentons ce soir, dont 3 repreneurs. C'est la première fois qu'on a un nombre de repreneurs aussi important, c'est intéressant. Et donc, on a le plaisir de vous présenter des projets fantastiques, tout est calé, et donc j'ai le plaisir de passer tout de suite la parole à M. François de Mézières, président de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, que je vous demande d'applaudir. Bien, écoutez, je suis très heureux de vous accueillir ici dans notre grande salle des fêtes. Permettez-moi d'abord de saluer le président Pierre Boulot, le président du réseau Entreprendre des Yvelines. Je suis assez admiratif du travail qu'il fait et j'en profite également pour saluer la présence de Patrick Doin, parce que Patrick a repris la direction à côté de Pierre il y a maintenant quelques temps, puisque Dominique Baume avait un pépin de santé très grave. Je voulais vraiment vous dire que pour nous, notre équipe, cette manifestation qui est devenue maintenant un rituel est importante parce que d'abord elle célèbre 2 choses. La première, c'est la vitalité. On est dans une période déprimée et c'est extrêmement agréable de commencer cette soirée par voir des entrepreneurs qui ont la niaque. Et je pense que pour cette ville qui est une ville d'histoire, qui est une ville un peu connue dans le monde entier, qui est une marque. Il y a d'ailleurs ce soir 3 entreprises qui sont installées à Versailles et une à Viroflay, Versailles Grand Parc. Donc on sent que la dynamique est là. Pour nous, c'est très important de relier ce passé glorieux à la vitalité des entreprises. Et puis la deuxième chose, c'est que surtout on a envie de vous dire merci. Parce que ce concept qui a été développé par André Muniez est tout de même extraordinaire. C'est se donner la main entre entrepreneurs. On sait que dans cette période de crise, se donner la main est absolument essentiel. Et il est vrai que de voir qu'il y a des parrains nombreux, puisqu'on m'a expliqué qu'en gros il faut 7 parrains à peu près pour un candidat, c'est très important qu'on puisse vous remercier et vous dire bravo, continuez et trouvez d'autres parrains. Vous êtes 70, il faut qu'il y en ait 90. Vous voyez, on fait la Commedia dell'arte, mais on m'a donné toutes les indications. Dans la Commedia dell'arte, il y a un canevas. Il faut respecter le canevas. On est de la ville, la Commedia dell'arte, comme vous savez, le festival juin commence le 1er juin, dans quelques jours. C'est le plus grand festival de Commedia dell'arte de France. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous avez fait cette allusion, non? Pas du tout. Et ben voilà. Ça m'a permis de faire la publicité de la ville de Versailles. Et ça sera mon 3e et dernier point. Un député maire, président d'intercommunauté, ça se doit de faire la publicité du lieu dans lequel il a la chance et l'honneur de travailler. D'abord, je voudrais rendre hommage à l'équipe, parce que nous avons une équipe très motivée, et notamment je pense à Laurent Delaporte, qui est lui-même
un entrepreneur et qui passe beaucoup de temps en tant que conseiller municipal pour qu'il y ait une vraie dynamique. Et puis Antoine Lafargue, qui est notre directeur chargé de développement économique. Antoine a fait un très très gros travail de restructuration de notre activité. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes une zone très intéressante aujourd'hui. Tout le département des Yvelines, mais peut-être particulièrement cette zone de Versailles-Grand Parc. Pourquoi? Présence d'un très grand projet qui est celui peut-être qui va marquer les décennies qui viennent, celui du plateau de Saclay. Je peux vous dire, pour participer au conseil d'administration de l'opération d'intérêt national, pour moi c'est vraiment le grand projet du Grand Paris. Il se trouve que par ailleurs, il y a quelques temps, je présidais la Cité d'Architecture et Patrimoine, c'est là où le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait lancé le Grand Paris. C'est là où finalement il y a eu à 4 reprises différentes les présentations du Grand Paris. Le projet phare, c'est vraiment celui du plateau de Saclay. Donc ça donne un potentiel à toute cette région exceptionnel. Et je crois que vraiment, il faut savoir en profiter. L'autre élément que nous avons, et qui est notre chance aussi, et un peu notre ADN, c'est que cette énergie est en train vraiment de se concrétiser. Alors, un acte fort, c'est une pépinière d'entreprise. Donc, j'invite tous ceux qui veulent profiter d'une pépinière d'entreprise dernier modèle, et je pense que Finance Ensemble pourra en témoigner, puisque j'en parlais avec eux tout à l'heure. On peut les reconnaître, ils ont le t-shirt. Je me demandais si c'était une équipe de rugby. Non, c'est une équipe d'entrepreneurs qui est installée dans notre pépinière d'entreprise. Pour nous, c'est un geste fort. C'était le premier de notre intercommunauté devenue communauté d'agglomération d'investir dans une belle pépinière d'entreprise. Pour vous dire donc que nous sommes une terre d'accueil, pas seulement ici, dans cette salle des fêtes, qui a un petit côté un peu gloire du passé, nous sommes une terre d'accueil pour que le dynamisme soit présent et qu'il y ait des nouvelles entreprises. Donc merci à tous, merci à vous qui portez donc ces nouvelles pousses, merci surtout aux nouvelles pousses de mettre leur créativité au service de la collectivité. Et puis pour conclure, merci aux parrains de cette promotion. Votre émission Capitale, elle est exceptionnelle. Vous me disiez 1,5 million d'auditeurs, 4. Et voilà, donc je réduis 4 millions. En fait, c'était prévu entre nous, pour ça, je veux dire que c'était plus. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on est très content de vous accueillir. Et chaque année, la mairie de Versailles vous est ouverte. Je vais faire une chose qui n'est pas bien du tout, parce que ce que je préfère généralement, c'est d'écouter. Mais comme Versailles-Grand Parc est dynamique, au même moment, je serai censé ouvrir le grand concert que l'on fait avec le château, avec l'ensemble musical du Conservatoire national de région. Et symboliquement, il y a un compositeur contemporain et de la musique classique. C'est toute la force de ce terrain d'exception. Merci à vous. Merci beaucoup à François de Malzières et merci de ce formidable accueil. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que bientôt je n'aurai plus rien à dire parce qu'il aura tout dit sur Réseau Entreprendre. Donc nous sommes vraiment très très heureux d'être ici ce soir, nous sommes très heureux d'être très nombreux. Je constate qu'il n'y a pas suffisamment de sièges, donc il en reste 2 devant pour ceux qui veulent, il en reste 1 là, donc il y a 3 sièges encore disponibles pour ceux qui sont derrière, 5 sièges disponibles. On est donc très heureux aussi d'avoir parmi nous tous les lauréats que vous avez commencé à rencontrer. Donc les allées, comme d'habitude, ont été très encombrées. Et je voudrais vous dire quelques mots sur Réseau Entreprendre. Donc je vais commencer par des chiffres. Il y a un chiffre que l'on entend de manière absolument régulière, qui est le chiffre du chômage, le chiffre de la dette. Donc ce sont tous des chiffres qui vous donnent une certaine déprime. Et la beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai que des chiffres qui sont des chiffres positifs à donner. Donc, où en est Réseau Entreprendre? Réseau Entreprendre a été créé par André Mullier. 65 000 emplois ont été créés depuis que Réseau Entreprendre a été créé. Il y a 6 800 entrepreneurs lauréats qui ont à leur côté, pour les aider, 4 800 chefs d'entreprise. Donc 4 800 chefs d'entreprise, dont ceux des Yvelines sont en grande partie ici présents,
qui se sont engagés complètement bénévolement pour aider les créateurs de projets et les repreneurs d'entreprises. Donc vous avez vu ça présenté sur ce petit film de départ. Donc l'objectif, c'est d'être bienveillant vis-à-vis de tous ces porteurs de projets et de les aider tout au long de leur parcours. Donc nous avons aussi, et ça c'est important, c'est que la création d'entreprise et la relation entre les créateurs d'entreprises et les entrepreneurs ne s'arrête pas à la frontière des Yvelines. Elle doit dépasser la France, elle doit au moins atteindre la France et dépasser la France. Donc nous avons aujourd'hui 70 implantations en France qui représentent 47 associations, mais nous avons aussi 6 associations à l'étranger et nous avons plus de 10 000 chefs d'entreprise qui sont des créateurs ou des accompagnateurs qui ensemble peuvent communiquer grâce à un réseau social que nous avons mis à leur disposition pour qu'ils puissent échanger leurs idées, travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Donc on veut abolir ces frontières qui sont des frontières géographiques pour en faire des frontières qui sont des frontières cassées par l'utilisation du numérique. Donc ça n'a rien à voir avec Facebook. Facebook, c'est pour se passer des photos, des petits messages et puis appeler les gens à manifester ou autre chose. Ici, on parle de quelque chose qui est complètement sécurisé, qui permet aux gens d'échanger en toute sécurité. Donc dans les Yvelines, qu'a-t-on dans les Yvelines? Eh bien, nous avons aujourd'hui à peu près 300 emplois qui ont été créés et 300 emplois créés en 3 ans, puisque les premiers lauréats datent de 2010, 3 promotions de lauréats, 300 emplois créés. On a 52 lauréats à ce jour et ces 52 lauréats ont créé 32 entreprises. Et ces 32 entreprises sont accompagnées par 71 membres qui donc interviennent complètement bénévolement auprès de ces porteurs de projets. Ces 71 membres viennent de tous horizons. Il y a des gens qui viennent de la grande distribution, de la technologie, de la chimie, de la médecine, d'à peu près tous les secteurs, ce qui nous permet d'adresser les besoins qui sont les besoins du territoire des Yvelines. En ce qui concerne l'implication, cette application est à nouveau complètement bénévole, mais mieux que cela, pour notre fonctionnement, nous ne demandons pas d'argent de fonctionnement à des organisations qui sont des organisations publiques. Nous finançons essentiellement, en très large partie, 80%, par nos propres moyens, la cotisation de nos membres. On a besoin de membres pour 2 raisons. On a besoin de membres pourquoi? François de Mazières a parlé de parrains. On n'a pas 7 parrains par lauréat, on a 1 parrain par lauréat. Mais par contre, on a besoin de 7 chefs d'entreprise qui puissent intervenir dans le parcours du lauréat. Et vous allez le voir décrit tout à l'heure. Et donc, ce qui fait que, vu ce que nous prévoyons cette année, nous avons besoin, comme le disait François de Mazières, à peu près de 90 membres. Et puis nous avons besoin aussi de ces membres, bien sûr, pour assurer notre financement. Et de partenaires aussi. Nous sommes contents d'avoir des partenaires qui participent au financement et nous remercions d'ailleurs à ce titre, dans le cadre du partenariat que nous avons sur la pépinière de Versailles, nous remercions la communauté de Versailles Grand Parc avec qui nous aide dans notre fonctionnement dans le cadre de ce partenariat. Les nouveaux lauréats, donc, on en célèbre 10 ce soir, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 5 déjà qui sont devenus lauréats cette année. Donc 5 lauréats à mi-mai, et probablement 15 d'ici la fin de l'année, ce qui signifie qu'on devrait avoir 50% de croissance du nombre d'entreprises lauréates en 2013. C'est un vrai signe de bonne santé. Il y a des choses qui se passent bien dans l'économie en France, au moins il y a des choses qui se passent bien dans l'économie des Yvelines, et on est très content. Le moral des Français est en berne, il n'y a aucune raison pour qu'ils soient en berne quand on entend ce que je viens de dire. Les nouvelles sont mauvaises, mais pourquoi pas parler des bonnes puisqu'il y en a. La création d'entreprises et le développement des PME, c'est la solution pour ce pays. C'est le moyen de sortir de notre trou.
il y a une vraie opportunité. Si je prends Réseau Entreprendre en 2012, Réseau Entreprendre, 590 lauréats. 590 lauréats. Sur les 590, 120 dans l'innovation technologique. Qui peut dire mieux? Tout ça, c'est de la création d'emplois en potentiel. Donc, messieurs les journalistes, si vous êtes là, je suis vraiment content d'avoir Jean-Bernard Schmitt. Il y a des bonnes nouvelles à mettre, à la fois dans les journaux, sur les télévisions et les radios. Donc, je suis vraiment heureux, Jean-Bernard, de vous avoir avec nous ce soir. Donc, Jean-Bernard est rédacteur en chef de Capital. Il a aussi, mais il vous en parlera, je le laisserai le faire, il a créé une nouvelle émission dans le cadre de Capital. Et ce que je salue, c'est le fait que Capital, et cette émission, est l'une des rares en France qui parle d'entreprise, hormis BFM TV. Donc aujourd'hui, on ne parle pas suffisamment d'entreprise. Jean-Bernard va nous en parler. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui il y a déjà quelques mois. Je peux vous dire qu'il nous comprend, il partage notre passion et c'est formidable. Et donc, la solution, ce qui va nous permettre de réussir, c'est vous. C'est vous, créateurs d'entreprise, c'est vous, entrepreneurs, c'est vous, accompagnateurs, c'est vous qui allez nous permettre de réussir et qui allez permettre de créer de l'emploi. Donc merci de vous mobiliser, merci d'être là, et pour ceux qui ne font pas encore partie de Réseau Entreprendre, surtout rencontrez-nous, rencontrez Patrick Dehain, rencontrez les membres de Réseau Entreprendre et rejoignez-nous. Donc cette année, nous avons décidé de faire quelque chose de particulier. Habituellement, ce que nous faisions, on faisait venir les lauréats les uns après les autres pour leur remettre un trophée. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire autre chose, on a décidé de vous faire vivre en temps réel le parcours du lauréat. Donc vous allez voir des lauréats et des membres vivre devant vous ce qui est le parcours du lauréat. Et nous avons choisi, pour accompagner cette séquence, nous avons choisi un film qui est itinéraire d'un enfant gâté. Alors vous allez me dire, c'est quand même particulier. C'est un petit clin d'œil avec un peu d'humour, et vous verrez que le type d'accompagnement qui est proposé par Jean-Paul Belmondo dans l'itinéraire d'un enfant gâté n'est pas exactement le nôtre. Mais par contre, cette petite touche d'humour, on trouve que c'est sympa. Et puis finalement, quand on parle d'itinéraire d'un enfant gâté, mais je pense qu'on est gâté. En tant que chef d'entreprise, on est gâté. C'est une chance fantastique de pouvoir créer une entreprise, et je pense que c'est une chance fantastique de pouvoir accompagner un créateur. Donc dans ce sens, on est gâté, et surtout, à nouveau, rejoignez-nous, et puis vous pourrez vivre ce plaisir qui est le nôtre de tous les jours. On a tous reçu en tant que chef d'entreprise, donc je pense qu'on peut rendre, on peut donner quelque chose, ça s'appelle la réciprocité, et à ce titre, on va vivre aussi ce soir un autre événement qui est les premiers. Je vous ai dit qu'on a notre troisième promotion, ça signifie que les premiers lauréats sont sortis d'accompagnement. Eh bien, vous allez voir le premier lauréat qui devient réciproque, puisqu'il s'engage, il s'est engagé à donner. Donc, merci d'être là pour partager cette passion. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais inviter Jean-Bernard. Bonsoir à tous. Alors, écoutez, Pierre le rappelait, en fait, moi, je considère que je suis assez chanceux. Parce que finalement, je suis aujourd'hui à la tête d'une des rares émissions, c'est peut-être la seule en tout cas, qui considère que l'entreprise est une aventure. C'est même en ça, et c'est l'esprit qui a été celle de sa création. En fait, si Capital dure depuis 20 ans, en fait, on va fêter les 20 ans l'an prochain, c'est qu'elle a une spécificité, c'est qu'elle a été la première émission à parler d'économie d'abord, de manière beaucoup plus concrète que ce n'était à ce moment-là dans les médias, en montrant que c'était des hommes et des femmes qui faisaient l'économie, et ensuite en racontant l'économie, et particulièrement l'entreprise, comme une aventure. Et c'est en cela que je trouve d'abord que c'est une immense chance de pouvoir raconter les choses comme ça, et pouvoir les voir et les raconter en permanence comme ça, et puis pouvoir les transmettre. Alors quand Pierre et Emmanuel Coulon m'ont demandé de parrainer cette promotion, ce que j'ai accepté, parce que je trouve que c'était un grand honneur, c'est vrai, j'ai réfléchi à ce que pouvait représenter l'idée d'entreprise, d'entreprendre, qu'est-ce que c'était qu'un chef d'entreprise, un entrepreneur en France.
Et alors, il y a deux, trois petites choses qui me sont venues à l'esprit, et je vais vous raconter deux, trois choses qui sont un petit peu la petite cuisine de Capital, enfin, d'une émission de télévision, et des choses assez concrètes qui vont pouvoir vous faire comprendre un petit peu la perception immédiate de ce qu'on peut avoir dans le secret de la salle de montage. Bon, en gros, quand les reporters ont fait leur reportage, quand ils ont raconté leur histoire, on s'installe dans la salle de montage pour cette séance qu'on appelle le visionnage. Avant qu'un reportage passe à la télévision, on le visionne. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que dans 90% des cas, lorsqu'on fait des reportages sur des créations d'entreprises, on a très souvent cette même réaction, c'est pas vrai. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je n'ai pas eu cette idée-là? Je suis vraiment trop stupide. Stupide parce que je suis poli. Ça nous paraît tellement évident quand on voit les choses, quand on voit le talent, les idées qui peuvent être si simples, si incroyables, qu'on se dit à chaque fois, j'aurais dû le faire. Mais pourquoi moi je suis là assis dans cette salle à me creuser la tête sur comment je vais raconter cette histoire-là, et qu'il y a des gens qui ont eu ce courage, cette idée, cette énergie pour se lancer dans cette aventure-là. Et ça, c'est quasiment systématique. Je peux vous en citer, mais moi ça fait 6 ans que je suis à la tête de Capital, des dizaines, ça va de petits jeunes qui étaient partis à la conquête d'Internet en lançant des applications pour iPhone qui cartonnaient. En France, déjà aux États-Unis, ça va de gens qui s'étaient lancés dans de la reprise, on parlait de la reprise d'entreprise d'une manière incroyable, qui avaient tout misé là-dessus et qui cartonnaient aussi. Ça va, je me souviens d'une histoire assez rigolote sur deux amis qui s'étaient lancés dans un business de bar à pâtes. Ils avaient décidé de lancer un business de restauration rapide avec des bars à pâtes. Et c'était si limpide leur concept quand on l'expliquait comme ça, qu'on disait pourquoi je ne l'ai pas fait? Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait et beaucoup de gens ne le font pas. Et justement, ça paraît si simple quand on le voit comme ça, qu'on se dit mais pourquoi beaucoup de gens ne le font pas? Parce que finalement, l'autre chose que je me suis dit du coup en réfléchissant à tout ça, c'est mais qu'est-ce qu'il faut vraiment pour créer une entreprise, pour se lancer dans une entreprise? Alors certainement il faut une bonne idée, mais il faut autre chose. Il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de foi en soi, il faut avoir l'esprit d'aventure, et puis il faut beaucoup d'opinions à traiter. Ça, ce sont les mots un petit peu qui me viennent en tête à chaque fois que je pense à ça. Et c'est vrai que la réalité, c'est que tout le monde ne le fait pas. Et c'est en cela qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans la création d'entreprise. Vu comme moi, en tant qu'observateur, comme salarié en plus, c'est relativement confortable à l'égard. Mais c'est comme ça que ça se voit. Il faut énormément de foi en soi pour imposer une idée, pour la conceptualiser, on en parlait un peu tout à l'heure, pour commencer à démarcher. Nous, on a montré, je vais m'appuyer encore sur les exemples qu'on a pu raconter, mais on montre parfois des gens qui ont une énergie hallucinante. Je me souviens de séquences avec des étudiants dans une école de commerce qui avaient envie de monter un business de location de voitures à plusieurs. Et c'était assez drôle parce que le montage le montrait comme ça. Ils allaient voir les banques. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de banquiers dans la salle, mais ils allaient voir les banques et une à une, ils se faisaient claquer la porte au nez. Et ils continuaient, c'est pas grave, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Ça demande quand même une énergie quand on n'a pas grand-chose, quand on a, pourquoi pas, un prêt étudiant sur le dos, peut-être déjà des dettes, peut-être des gens à charge. C'est vrai que ça demande une énergie hallucinante, une force de conviction incroyable. Et puis, il y a aussi, après, au-delà de la création, dans l'opiniâtreté, dans la foi en soi, il y a aussi l'idée de valoriser son entreprise, de valoriser les hommes qui sont dedans, de transmettre à un moment ou à un autre un savoir-faire, une culture, voire in fine son entreprise. Donc, toute cette énergie, c'est ça qui paraît, avec le recul, la chose la plus, je pense, difficile et admirable, et qui fait que, justement, tout le monde ne se lance pas dans cette aventure. Et puis, vous en parliez un peu Pierre, mais on est aussi dans un contexte particulier. Oui, il y a une crise en plus. C'est d'autant plus difficile de se dire aujourd'hui, je vais me lancer dans une entreprise, je vais avoir justement toute cette force de caractère qu'on est en crise. Et puis, on en parlait également un petit peu l'autre jour, et puis on est aussi dans un contexte particulier en France où souvent l'entreprise n'est peut-être pas assez comprise, pas assez promue.
peut-être par des dirigeants politiques qui ne la comprennent pas suffisamment, par le public qui envoie la voit avec un prisme qui peut-être est un miroir déformant. Cette image, on l'a déjà plusieurs fois employée, mais nous, on s'en aperçoit. C'est vrai que dans les médias, un patron, un jeune patron, c'est quelqu'un qui est souvent un héros, et dès qu'il commence à grossir, ça se transforme très vite en un méchant patron, voire un salaud. Et ça, c'est vrai qu'il y a une symbolique de l'entreprise, il y a une image de l'entreprise qui souvent est déformée dans le pays. Moi, il y a une petite anecdote pour finir là-dessus qui m'a vraiment marqué. Il y a quelques temps, au détour d'une nouvelle à la radio, on a entendu dire qu'on a découvert que le 4e entrepreneur mondial de pointe était un Français. Dont, alors je l'avoue, personnellement, je n'avais jamais entendu parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se situe au 4e rang mondial derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron, qu'il était à la tête d'une petite boîte près de Montpellier, qu'il a créé. En fait, c'est une boîte qui fait des robots d'assistance médicale et qui développe des concepts d'assistance médicale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il s'appelle Bertin Naoum. Le fait d'entendre ça au détour d'une brève à la radio m'a fait encore plus prendre conscience du décalage qu'il pouvait y avoir entre certains talents, énormément de talents, en France, à de nombreux niveaux, et le niveau de méconnaissance de la population, et je pense du coup bien au-dessus de nos dirigeants qui ne mettent pas suffisamment ça en valeur. Et ça, j'ai trouvé ça symboliquement extrêmement fort. Et puis, je ne vais pas être long, mais pour terminer, je voulais vous parler de quelque chose de plus personnel. Il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai envisagé de monter moi-même mon entreprise. Voilà, c'est une quinzaine d'années que je travaille. Il y a un moment où on a aussi envie, si on ne s'est pas lancé directement à la sortie de l'école de commerce ou autre, ou si on est autodidacte, si on ne s'est pas lancé tout jeune, il y a aussi des moments où on a envie de le faire après 15 voire 20 années de salariat. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que la réalité de créer son entreprise, la création d'entreprise, c'était autre chose que la voir, y compris pour moi, qui pourtant la voit très souvent de manière concrète, mais toujours à travers le prisme des reportages, parce qu'au fond là-dessus je suis comme vous, c'était autre chose. Parce que le jour où j'ai commencé vraiment à m'interroger sur la possibilité de créer mon entreprise, là je me suis vraiment posé des questions. Et là je me suis dit, alors, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que je vais devoir investir? Et qu'est-ce que va penser ma famille? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et est-ce que je vais être soutenu? Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et puis là, on commence à parler très prosaïquement d'argent, d'investissement, de risque. Et là, les choses se compliquent énormément. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris la force de ce que pouvait représenter l'engagement de création d'entreprise. Alors, je ne l'ai pas fait, je l'avoue. Mais finalement, de ça, je garde quand même une chose assez importante. Il se trouve que quand même, pour le faire, j'ai contacté beaucoup de mes amis qui soit avaient créé leur propre entreprise, soit avaient travaillé dans des fonds d'investissement qui aidaient les entreprises, mais beaucoup d'amis qui avaient créé leurs entreprises. Et j'ai senti, c'était assez drôle, alors que certains n'étaient pas du tout dans les secteurs dans lesquels je comptais me lancer, très vite une sorte de complicité. C'était assez fort, c'était au détour d'une terrasse de café. Je disais voilà, je vais me lancer, qu'est-ce que je fais, à quoi je pense, qui est-ce qu'il faut aller voir, c'est quoi les risques, c'est quoi les implications, par quoi il faut commencer. Et je sentais qu'il y avait une sorte de petite étincelle, c'est très vrai ce que je dis, genre ah, toi aussi tu veux en être alors, toi aussi tu as envie de faire ça. Et attention, alors beaucoup me mettaient en garde, hein, d'ailleurs, en me disant attention, on n'est pas à 40 ans, c'est pas pareil qu'à 20 ans. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais je sentais que ça a éveillé quelque chose chez eux. Et ce que j'ai senti aussi, c'était combien il était précieux d'avoir des conseils, des soutiens, des avis dans ce moment-là. Et du coup, c'est marrant parce qu'en repensant à tout ça, et en faisant à l'automne dernier en fait, la connaissance de Pierre du réseau Entreprendre, plus profondément, parce que on l'avait déjà vu un peu en reportage, mais justement en participant à des discussions, j'ai compris combien finalement ce que faisait le réseau Entreprendre était important, justement dans ce soutien que moi j'avais trouvé spontanément, que j'avais recherché spontanément, puisque j'avais la chance d'avoir auprès de moi ou par mes contacts, vraiment des gens qui avaient tenté cette aventure.
Et j'ai compris à quel point c'était important de soutenir, d'aider, d'accompagner. Et puis c'est pour ça que finalement, en repensant à tout ça, je me dis peut-être que je me relancerai un jour, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est aussi pour ça que je suis très fier d'être avec vous ce soir. Vous avez organisé de vous montrer les 7 étapes donc, du parcours d'un lauréat, à partir du moment où il va rencontrer le réseau, jusqu'au moment où il va devenir lui-même membre du réseau, et la réciprocité. Donc je vais appeler Yvick et Christine. Ça, on n'a pas répété. En effet. C'est bon. Donc Yvick, quand j'ai tapé Radigma dans mon moteur de recherche, j'ai trouvé cette définition rapide. Radigma, parcours ludique sur votre smartphone. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots? Oui, merci. En fait, Radigma, c'est la concaténation du RAID, le fait de se déplacer, et Enigma, de Enigma qui est la révélation de ce qui nous entoure. Et aujourd'hui, c'est devenu une technologie, après être également une aventure, bien entendu, comme vous l'évoquiez. Une technologie, une plateforme prête à l'emploi qui permet, sans connaissance technique, à chacun de créer des cartes, des parcours interactifs disponibles autour de soi et de les diffuser vous-même auprès des nombreux possesseurs de smartphones et tablettes aujourd'hui. Il y en a de plus en plus. Donc aujourd'hui, les usagers sont plutôt des touristes ou des citoyens autour de soi et des clients, les clients sont des institutions, des communes, des fédérations de privés, des équipements de loisirs. Également, nous avons des auteurs, une centaine d'auteurs en France, qui ont développé des propres contenus, qui sont des fictions, qui étaient la définition première de Radigma, avant qu'elle n'évolue et devienne également maintenant une plateforme permettant de faire des cartes interactives. D'accord. Et alors, comment vous êtes-vous venu l'idée de rencontrer et de prendre contact avec le réseau? Alors, comment ça m'est venu? J'ai rencontré... par hasard, une personne qui s'appelle Clément Cruchard, qui est un des membres du réseau Entreprendre, qui m'a indiqué qu'en effet, le projet que nous avions était intéressant et ambitieux. On a toujours, dans ce projet-là, une ambition internationale. Et le fait est que le réseau Entreprendre serait un réseau d'accompagnement à forte valeur ajoutée. Alors, il se trouve que j'ai fait pas mal d'années dans le conseil, une 12 ou 13 ans de conseil dans les technologies collaboratives. J'étais à même d'apprécier ce qu'est un accompagnement gratuit, un conseil qui peut vous aider à des moments cruciaux. Et je confirme que c'était souvent de fois le cas. Ensuite, j'ai pris contact avec la direction du réseau Entreprendre. J'ai découvert des gens bienveillants, en particulier des sourires, parce que c'est vrai que d'être chef d'entreprise, c'est franchir des obstacles au quotidien, en équipe, et de temps en temps, on a besoin d'un coup de main et également d'un sourire bienveillant. Notamment celui de Christine. Et également, ensuite, nous avons été amenés à développer un dossier de business plan, qui en réalité nous a mis en quelque sorte le pied à l'étrier pour structurer ce que nous n'avions pas véritablement pris le temps de faire suffisamment, de structurer notre plan d'investissement. D'accord. Merci Yvick. Alors je vais poser la question à Christine, qui est donc la principale collaboratrice de Patrick, notre directeur, et donc c'est elle qui reçoit les dossiers. Donc elle a un rôle très important dans notre association. Alors Christine, sur quels critères sélectionnez-vous les dossiers ou si je peux poser la question, sur quels critères éliminez-vous des dossiers? Alors donc les dossiers sont éligibles quand ils ont prévu de s'installer dans les Yvelines, bien évidemment. Donc il faut que l'entreprise ait une stratégie de développement, un concept, et surtout un potentiel d'embauche. Voilà, il faut que le créateur ou le repreneur puisse embaucher entre 5 à 10 emplois à 3 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des termes qui disqualifient les dossiers ou qui au contraire font qu'ils sont retenus? Alors nous ne prenons pas les commerces de proximité, les petits artisans, les professions libérales. Voilà, parce que comme je l'ai dit précédemment, il faut qu'il y ait un potentiel d'embauche. Voilà, donc entre 5 et 10 emplois à 3 ans. Donc le petit artisan ou la profession libérale ne pourra pas embaucher autant de personnes. Il faut vraiment qu'il y ait un concept. Voilà. D'accord. Yvick, Christine, merci beaucoup pour cette première présentation. Je vais commencer avec Pierre, qui est un de nos repreneurs. Quand on a préparé cette réunion, vous m'aviez parlé de votre expérience à Orly, qui est devenu un grand client sur plusieurs thèmes. Est-ce que vous pouvez, à travers cet exemple, nous expliquer ce que fait la société Altair Vision? Oui, en fait,
qui n'a jamais perdu sa voiture dans un parc d'aéroport. C'est de cette application qu'on commence un petit peu à parler d'Altaïr, Altaïr Vision. En fait, on a un système de lecture de plaques minéralogiques qui permet de gérer les parcs de stationnement. Permet aussi d'identifier le véhicule qui va circuler dans un parc de stationnement et de le localiser. Et ainsi, on peut à Orly, sur le P1, à Orly Sud, retrouver un véhicule quand on l'a perdu. Et on a installé des bornes tactiles à l'entrée du parc qui permettent aux gens de retrouver leur véhicule en tapant leur plaque d'immatriculation. On va leur donner le parc dans lequel ils sont garés, le niveau et la rangée d'allées dans laquelle ils sont situés. Ça, c'est une application, mais la grande activité, l'activité principale d'Altaïr Vision, c'est la gestion de parcs de stationnement pour des entreprises, pour des centres commerciaux et pour des aéroports en accès. Donc, ici en Ile-de-France, par exemple, Renault, Air France, BNP Paribas, notamment, sont des clients de l'entreprise et ont équipé leur siège de notre système. D'accord. Et donc, quand vous avez rencontré un chef d'entreprise du réseau et que vous avez dû défendre votre dossier, comment est-ce que vous avez ressenti cette rencontre? Ah bah c'était forcément une complicité parce que la personne que j'ai rencontrée, dans le discours que je lui ai tenu, j'ai l'impression qu'il revivait peut-être des moments qu'il avait vécu lui-même avant et participait un petit peu à l'aventure, enfin à la construction de l'aventure. Donc ce que j'ai ressenti, c'est une complicité, une proximité. Merci beaucoup Pierre. Je vais interviewer Van, qui a un projet très intéressant, c'est Cooketic. Hein, donc c'est un mélange de logiciels et de restauration. C'est un mélange qui ne paraît pas totalement évident. Comment vous avez vu cette idée? En fait, l'idée vient de mon associé. Il a 2 petits-enfants et un jour, justement, il a découvert que ses enfants ont un problème d'énergie avec les aliments. Alors il a essayé de chercher sur Internet pour trouver si il a un logiciel qui permet de résoudre le problème. Par exemple, face à une énergie donnée, qu'est-ce qu'on doit manger? Voilà, l'idée vient de là. Je crois qu'il y a déjà des mairies importantes avec des milliers d'élèves qui sont scolarisés dans des cantines, qui vous ont fait confiance. Ça a été compliqué d'attraper ces contrats et de les convaincre? En fait, nous avons une chance inespérée. Ça veut dire qu'en fait, là, il y a une loi qui est entrée en vigueur en septembre 2011, qui impose que tous les repas servis dans la restauration collective doit être bien équilibré au niveau nutritionnel. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Man. Je vais poser maintenant la question à Laurent. Donc c'est Pierre, tu disais quand tu as rencontré des personnes du réseau, tu avais senti de la passion. Est-ce que c'est ce sentiment de passion quand on est animateur et qu'on doit juger si ce dossier peut devenir lauréat? Alors, je crois que ce qui est vraiment effectivement important quand on rencontre effectivement des créateurs, c'est le pouvoir de persuasion, le pouvoir de conviction. Parce qu'en définitive, ils ont en face d'eux quelqu'un qui a un esprit critique positive mais critique, et en définitive, il faut chercher effectivement à le convaincre de la vitalité de son projet et de ce qu'il y a effectivement derrière. Donc, on s'aperçoit, et effectivement, ce qui vient d'être dit tout à fait vrai, c'est qu'à un moment donné, quand la persuasion est forte, là, il y a une vraie connivence effectivement qui se met en place, il y a un véritable échange, on est aussi enthousiasmé, et honnêtement, ça se voit effectivement dans le regard de l'un et de l'autre. Et là, on se dit qu'à ce moment-là, effectivement, c'est gagné. Et la deuxième chose, effectivement, que l'on fait, c'est non pas de refroidir, parce que donc il y a ce côté persuasion, c'est d'être sûr aussi, et bien entendu, le réseau de est là pour l'aider là-dessus, de bien penser à tous les aspects de son projet. Merci beaucoup, Laurent, merci beaucoup, Pierre, merci beaucoup, Van, pour cette présentation. Alors, il paraît que quand les lauréats passent le comité d'engagement, c'est un peu l'impression qu'ils ont. Donc, pour pouvoir témoigner, je vais appeler Benoît et Géraud d'Argentlieu, de Sport d'époque,
et Maxime Camus de Financensemble avec Jean-Claude Robert. Donc je leur demandais tout à l'heure s'ils étaient jumeaux, ils m'ont dit que non. Mais en même temps, je me demandais si vous n'étiez pas un petit peu fou, parce que démarrer un projet dans le textile, dans le vêtement, dans comment on dit, le polo, le sportswear, sachant qu'on a en face de nous des marques mondialement connues comme Lacoste ou comme Ralph Lauren, c'était quand même pas évident à faire. Où est-ce que vous en êtes justement? Alors, on en est sur le point d'ouvrir une boutique à Paris 2, donc l'annonce est faite. Elle sera ouverte très certainement samedi, si c'est pas samedi, c'est lundi ou mardi prochain. Alors la question c'est pourquoi se lancer sur un marché au fait si concurrentiel? Oui. Finalement on s'est retrouvé beaucoup dans les mots qu'on a échangés tout à l'heure sur l'aspect passion. Je crois que c'est le premier moteur de ce projet autour d'un concept unique, puisque par rapport nos concurrents qui sont des mastodontes, aujourd'hui nous on a des produits qui racontent des histoires qui sont liées au sport et qui sont des vraies histoires. Chaque maillot, chaque polo, chaque produit a une histoire qui est liée au sport et est racontée à travers son packaging et ses différents supports. Et puis la deuxième point de différence, c'est qu'on fabrique en France une très grande majorité de nos produits, et ça c'est un engagement important et qui est très cohérent avec notre positionnement, puisque les maillots d'antan, les produits d'antan étaient fabriqués localement, et donc nous on a gardé cette approche. Bon, c'est gonflé certainement. Et quand vous avez passé le jury, le comité d'engagement, quels souvenirs vous avez gardé, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé à ce moment-là? Le premier souvenir, c'est qu'on a failli louper la réunion, surtout. On nous avait donné une adresse qui était un peu différente de la réalité, donc on a attendu un quart d'heure au Chenet, et au bout d'un quart d'heure, on s'est dit non, ça ne doit pas être là. On a eu des gens au téléphone, et on a eu, malgré notre retard, un accueil très chaleureux, donc ça c'est pour la petite anecdote. Et sur le comité d'engagement, on a trouvé des gens très empathiques, et ça c'est quand même important, c'est-à-dire pas là pour juger, mais plutôt pour aider. Et c'est le premier point, la première sensation qu'on a eue. Le deuxième point, c'est aussi un comité qui nous a permis de valider notre business avec des points de vue et des expériences très différentes, et ce en quoi c'était très enrichissant pour nous. D'accord. Merci à tous les deux. Alors je vais poser la question à Maxime maintenant. Si j'ai bien compris, vous êtes 4 dans votre projet, oui. 4 financiers qui venaient du monde donc, de la finance, de la banque et de la bourse, et en même temps entrepreneurs, et vous vous êtes dit on va lancer comment on peut dire, une plateforme B2C, un site d'achat. C'est exactement ça, ouais. Financensemble.fr, c'est le premier site d'achat complet de produits financiers destinés aux particuliers. Donc on propose des placements, des crédits, de l'assurance sur notre site. Aujourd'hui, jusqu'au lancement de notre site, on pouvait facilement trouver des bons plans sur Groupon, sur vente privée, dans le domaine des prestations de services ou des marques, des produits de grande consommation. Et on s'est dit, dans les services financiers, dans les produits des services financiers, où est-ce que je vais trouver des bons plans? Il y a des comparateurs, il y a des courtiers, il y a des guides, mais des bons plans qui ont été négociés pour moi, j'en trouve pas. En tout cas, c'est compliqué. Donc on s'est dit pourquoi ne pas proposer ces bons plans à travers une nouvelle plateforme aux particuliers. On est tous les 4 issus des services financiers, on a des profils différents. Donc dans le conseil, dans l'informatique, dans la gestion d'actifs, on est complémentaires et on est amis et on a voulu se lancer tous les 4 dans cette aventure. D'accord. On va parler tout à l'heure avec Jean-Claude de l'unanimité côté jury. Vous étiez 4. Quand vous êtes sortis de la sélection, est-ce que vous aviez tous les 4 le même sentiment, le même avis sur ça va le faire ou ça va pas le faire? Oui, alors effectivement, le comité d'engagement s'est très bien passé. On a trouvé que effectivement tous les membres de ce comité étaient à l'écoute et nous ont posé plein de bonnes questions. Il y avait ce passage d'échanges, de discussions, de questions-réponses qui était essentiel dans le comité d'engagement, au-delà de la présentation qu'on a réalisée. Et le sentiment, tous les 4, quand on est sortis de ce comité, était commun. On s'est dit, ça s'est bien passé, on est très contents. Je pense qu'on les a convaincus, tous, ou presque. Et c'était ça, en fait, qui était compliqué, c'était le presque. On sentait qu'il y avait effectivement de l'empathie de la part des membres du jury, mais il y avait une personne au sein du jury, on n'était pas sûr d'avoir convaincu, et nous a posé une question sur les problématiques réglementaires,
et de façon assez ferme, et on a répondu, on était sûr de nous, on a répondu parce qu'on connaissait effectivement très bien le sujet et le dossier, mais il y avait peut-être cette hypothèse, voilà, cette possibilité que la personne, on n'avait pas réussi à la convaincre, et comme la décision doit se prendre à l'unanimité, il y avait un petit doute. On était contents, mais il y avait un petit doute, et on partageait tous les quatre le même sentiment. D'accord, merci. Alors, Jean-Claude, tu diriges les comités d'engagement depuis toujours. Ton expérience est intéressante. Sur cette notion d'unanimité, est-ce qu'on peut transiger là-dessus ou est-ce que c'est une règle d'airain? La règle, bien évidemment, c'est l'unanimité. L'unanimité, quand il y a 8, 9 votants autour de la table, vous imaginez bien que c'est pas toujours aussi simple que ça à obtenir. Donc, alors, on a une méthode qui nous est propre. Chacun des membres qui est autour de la table donne son avis sur le lauréat, sur les lauréats, enfin sur les futurs lauréats, je devrais dire, puisqu'en fait, ils ne le sont pas encore. Et globalement, ce qui nous intéresse avant tout, c'est l'homme. C'est les hommes qui sont devant nous. Évidemment, le projet, il faut qu'il soit viable, mais il a déjà été préétudié avant. Donc, on s'intéresse avant tout aux personnes qui sont là. Et globalement, on est extrêmement bienveillant. Donc, parfois, effectivement, quand on est 8 ou 9 autour de la table, on n'a pas cette unanimité tout de suite. Donc, on essaie de la chercher. Et il y a un peu de débat autour de la table. Une fois qu'on est tous à peu près convaincus que le projet peut passer, on passe à un vote. Et ce vote doit se faire à l'unanimité, et il se fait à l'unanimité. D'accord. Alors, je sais que tu as repris toi-même plusieurs entreprises, donc tu as dû toi-même faire des dossiers d'engagement, mettons des financiers, devant des banquiers. Quelles sont les grandes différences entre les critères de sélection du réseau et les critères que l'on peut trouver plus classiquement chez des financeurs? Alors, comme je vous le disais, en fait, quand on est devant effectivement un parterre de chefs d'entreprise, réseau Entreprendre, c'est effectivement l'homme qui nous intéresse. L'homme avant tout, on s'intéresse à lui, on s'intéresse à la possibilité qu'il a de créer ou non des emplois. C'est vraiment les critères les plus importants pour nous. Bien évidemment, il y a un prêt d'honneur qu'on lui octroie, mais avant tout, l'homme, si l'homme est bon, il va y arriver. Un banquier, il y en a dans la salle, il raisonne bien évidemment différemment. Le banquier, ce qui l'intéresse avant tout, c'est que l'entreprise aura ou non la capacité de rembourser le prêt qu'elle va lui mettre, qu'elle va lui octroyer. Un investisseur, c'est différent. Un investisseur, ce qui l'intéresse avant tout, c'est le retour sur investissement. Donc c'est la capacité dans X années à revendre et à faire effectivement un profit. Voilà. Merci beaucoup à vous tous, Cyril, Damien et Eric. Donc Damien, toi tu es un repreneur en habit de travail. On aurait pu présenter ton projet avec des termes à la mode comme green business, B2C, à destination de CSP++, puisque on est à Versailles, ou bien on pourrait dire boucherie Godin, depuis 1949. Exactement, moi je suis très franco-français, je vends de la viande. Mon projet, en fait, effectivement, je me suis lancé dans ce projet parce qu'il y a plusieurs raisons, évidemment. Premièrement, mes attaches avec la Corrèze, j'ai une connexion en fait avec le monde de l'élevage et ma passion également pour la viande. J'ai remarqué, comme vous tous aussi, qu'il y avait une tendance de fond à revenir à des choses finalement de bon sens. Les produits de la campagne, je pense que ça plaît à beaucoup de monde ici et je me suis lancé, je me suis dit par amour aussi pour l'entreprise, pour monter mon projet, c'est de me dire, ben voilà, j'ai les ingrédients pour faire quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a du sens, c'est-à-dire qui puisse faire travailler des gens qui sont passionnés par leur travail, qui sont ces éleveurs, et proposer à une clientèle, à la clientèle versaillaise, des produits également qui viennent directement de notre campagne. D'accord. Alors, quand on est lauréat, on a un prêt d'honneur.
mais quels sont les autres impacts financiers d'être devenu lauréat du réseau Entreprendre? Pour moi, l'impact est quand même assez énorme d'être devenu finalement lauréat, puisque pour ce qui me concerne, je suis en fait en reconversion assis, c'est-à-dire que c'est pas mon métier premier d'être boucher. Donc tu peux imaginer que j'ai eu quand même pas mal de sceptiques face à moi en disant mais t'es cinglé mon pauvre, c'est pas 43 ans qu'on se relance dans une carrière. Eh bien être lauréat du réseau, ça a permis aussi de faire sauter un certain nombre de verrous, essentiellement auprès des établissements financiers et d'Oseo, qui me garantit, puisque c'est l'aura en fait du réseau Entreprendre qui m'a permis de pouvoir justement bénéficier justement de ces prêts et de cette garantie. Voilà. Donc ce projet, pour finir, n'aurait pas pu se faire sans aussi le soutien du repreneur, Jean-Michel Rodor, là, qui est ce soir dans la salle, qui m'accompagne encore aujourd'hui, et puis surtout le soutien de ma famille, en premier lieu ma femme, Béatrice, et mes enfants, qui sans eux, rien n'est possible. Donc voilà. C'est une belle histoire, bonne chance vraiment. Alors Eric, quand je suis l'accompagnateur d'Openfield, la société que dirige Eric, et la première fois qu'on s'est vu, j'ai pas tout compris, mais donc je suis retourné voir sur le site hier en préparant cette réunion et j'ai vu que il y avait le mot Arch. Eric développe des solutions techniques dans le Arch Environment. Je parle à peu près l'anglais, ce mot-là, je ne le connaissais pas. Donc est-ce qu'on peut rebondir sur ce mot pour nous expliquer? En français, ça veut dire dur. Donc ça doit être... Voilà. Bon, écoute Rémi, Arch, c'est certainement pas ce que tu as peut-être fumé un soir de perdition. Non, ça veut dire sévère, effectivement, en anglais. Donc, ce qu'Openfield développe et invente, c'est des instruments de fond de puits. Donc, le pétrole est produit dans des conditions extrêmes de pression, de température, de corrosion. Donc, c'est Arch Environment, c'est pour décrire un petit peu ces conditions très difficiles dans lesquelles nos équipements doivent fonctionner. Donc on développe ces instruments à base de technologies miniatures, les MEMS, donc un autre terme un petit peu difficile, les Micro-Electro-Mechanical Systems. Donc voilà, il y a beaucoup de technologies, mais c'est aussi effectivement une aventure humaine. Donc moi j'ai décidé de créer ma société à 48 ans, après 19 ans dans un grand groupe, le groupe Schlumberger, donc avec pas mal de confort, un bon salaire, pas mal de perspectives de carrière aussi, et à un moment donné, on se dit, c'est le moment. Et donc, j'étais content de trouver au sein du réseau le soutien, les conseils aussi. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce que j'attends du réseau, c'est de continuer ce soutien. Peut-être que tu m'avertisses quand tu sens que je vais faire les erreurs que tu as fait dans ta carrière. Et aussi donner des conseils sur les bonnes choses que tu as fait. Donc voilà, en tout cas je voudrais remercier le réseau de m'avoir accueilli en son sein. Merci beaucoup. Alors Cyril, on a compris que le réseau c'était un prêt d'honneur qui avait des effets de levier, mais c'est surtout ce souci d'accompagnement. Quels sont d'après toi les engagements que prend le nouveau lauréat sur ce sujet par rapport à l'accompagnement? Alors, le nouveau lauréat, ce qu'on lui demande d'abord, c'est effectivement de rencontrer son accompagnateur une fois par mois, parce que l'accompagnateur est un chef d'entreprise qui est souvent assez occupé et qui va l'accompagner pendant 3 ans. Donc, en fait, on lui demande de le rencontrer une fois par mois. On demande aussi aux lauréats de participer au club des créateurs, qui ont lieu aussi 1 fois par mois. Accessoirement, on leur demande de rembourser le prêt. Et enfin, pour finir, on leur demande à la fin, mais ça c'était bien expliqué dans le film d'Emmanuel, on leur demande de rejoindre le réseau et à leur tour d'accompagner les futurs lauréats. Est-ce qu'on a des retours d'expérience de la part des lauréats sur cette prestation d'accompagnement? Oui, donc comment en fait, eux le vivent en fait? Oui, donc je crois que c'est vraiment probablement le point fort de notre réseau. C'est cet accompagnement-là qui en fait est une discussion
avec une personne qui avait accompagné le chef d'entreprise, mais bénévolement. Donc en fait, je crois que c'est le seul cas quand on est chef d'entreprise, on a quelqu'un qui n'a pas d'intérêt. Et d'ailleurs, c'est dans le statut, on ne peut pas avoir d'intérêt. Donc en fait, l'échange avec l'accompagnateur en fait, est très libéré. Et donc en fait, c'est là où en fait, c'est la seule personne où il va pouvoir parler de ses soucis, peut-être même... Enfin, avec sa femme, il ne peut pas le faire, quoi. Mais avec son accompagnateur, il peut le faire. Vous imaginez la complicité, quoi. Merci beaucoup Cyril, merci à vous deux. Creusons un peu cette notion d'accompagnement qui est quelque chose d'important. Je vais appeler Yannick Lecor et François Denavit. Alors c'est intéressant parce qu'en fait Yannick est accompagné par François. Donc c'est un hasard, mais en fait ils travaillent ensemble depuis quelques mois. Donc Yannick, quand je lisais le petit fascicule, les compagnons d'Ovreigne, orfèvres, de la pierre et du marbre, donc par rapport à l'exposé d'avant, là aussi on est dans le dur, mais c'est différent. Les Compagnons d'Ovreigne, c'est une société qui intervient dans la restauration du patrimoine bâti. Nous développons sur deux axes. La première, c'est la création et la restauration de cheminées à foyer ouvert, qu'elles soient extrêmement design ou plus traditionnelles. Et le deuxième axe, c'est la réalisation et la restauration de sols anciens et de sols de prestige, pierre, marbre, terre cuite, parquet Versailles. Ceux qui ont eu le plaisir de venir le voir sur le stand ont pu avoir quelques exemples plus imagés. Donc toi tu es repreneur, est-ce que vous avez défini des sujets d'accompagnement sur lesquels tu souhaitais en particulier avoir le soutien de François, ou est-ce que c'est open bar et c'est en fonction des opportunités? Je crois que c'est particulièrement open bar. Je n'avais pas prédéfini de sujets qui pourraient m'intéresser ou me créer des difficultés avant l'heure. Et effectivement, on fonctionne de façon assez libre. Si j'ai une question, une idée, un problème, un sujet, je l'appelle. Quand il a des suggestions à me faire, il m'appelle. On échange par téléphone et aussi, surtout, autour d'un bon repas. Ça coûte d'ailleurs très cher, cet accompagnement. François. Oui, effectivement, quand j'ai rencontré Yannick, je me suis tout de suite rendu compte que j'avais en face de moi un professionnel de son métier. Je crois que l'intérêt de l'accompagnateur, c'est justement pas de faire un copier-coller. Donc moi-même, je ne suis pas du bâtiment, même si j'ai eu l'occasion dans ma vie précédente de côtoyer cela. Je ne suis pas un conseil permanent d'entreprise, expert comptable, juriste, etc. Donc mon accompagnement est entièrement libre et complètement ouvert sur tous les sujets. Je dois dire que la première fois que je l'ai rencontré, j'ai cherché très vite à voir si Yannick avait les qualités d'un dirigeant, tel que je les conçois moi, je ne lui ai jamais dit d'ailleurs, qui sont pour moi la vision, l'adaptation et le sens de la gestion. Bon, ayant trouvé cela chez Yannick, nos discussions mensuelles sont livre ouvert, sujet ouvert. Voilà, je crois que parce que c'est important, à mesure où je ne suis pas rémunéré par l'entreprise, où je n'interviens pas sur un sujet particulier, il est essentiel d'être cette porte sur l'extérieur et de pouvoir échanger librement sur ce sujet. On a abordé communication, publicité, sociale, comptabilité, recrutement, enfin, voilà. C'est assez libre. Et tout ça sans engagement et sans directive, je dirais, comme cela doit être fait dans notre système. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ne pas faire, d'après toi? Ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est vouloir remplacer le dirigeant et lui donner, entre guillemets, de trop bons conseils en disant voilà ce qu'il faut faire, je te recommande très fort de. Je crois qu'un dirigeant a besoin de sortir de sa solitude. Mais il ne faut pas qu'il devienne votre enfant, il ne faut pas que ça soit du papa-maman, il faut que ce soit du sparring partnership, donc des discussions ouvertes. Voilà. D'accord, François, Yannick, merci beaucoup. Donc le club de lauréats, pour le club de lauréats, je vais appeler Jean-Pierre Pulès et Frédéric et Eric Templicens. Alors Jean-Pierre, une question toute simple, à quoi sert le Club des lauréats dans le dispositif du réseau Entreprendre? Alors le Club des lauréats, c'est un des piliers du
réseau Entreprendre et de sa philosophie. C'est un espace qui est proposé aux lauréats, dans lequel ils ont une occasion un peu de rompre la solitude du dirigeant, s'ils le connaissent, et puis l'occasion aussi d'échanger avec d'autres entrepreneurs comme eux sur leurs faiblesses, leurs difficultés, leurs doutes, etc., dans une atmosphère, je dirais, bienveillante et une véritable écoute. Ça, c'est bien. Ça nous paraît à tous, membres du réseau, un exercice important à mener pour, je dirais, pour aider les lauréats, à tel point d'ailleurs que les lauréats prennent eux aussi l'engagement, lorsqu'ils acceptent le prêt du réseau Entreprendre, prennent l'engagement d'assister, de participer à ces clubs. Alors c'est justement, prennent l'engagement d'assister, mais je connais Ascar, ils ont des agendas de dingue. Quelle est la première motivation, la principale motivation qu'ils ont à venir à ces clubs de lauréats? Après, je leur poserai la question aussi, mais à toi qui les anime. Je dirais que la motivation, c'est peut-être la motivation qui fait qu'on fait du réseau, c'est-à-dire c'est quelque part cette volonté de rencontrer des gens, d'élargir son cercle et de créer un lien en à la fois apportant des choses et en recevant si jamais l'opportunité s'en fait. Moi je sais que personnellement, j'ai eu une carrière où j'ai été plutôt gâté et aujourd'hui m'occuper bénévolement du club des lauréats, c'est pour moi un immense bonheur, je dirais, de pouvoir redonner un petit peu de ce que j'ai pu recevoir. Alors au début de l'année, on a un petit peu pataugé dans l'organisation, et c'est vrai que pour des gens qui ont des agendas serrés, c'est pas très confortable. On est un petit peu calé maintenant, on se réunit tous les jeudis entre midi et 2h30, chacun amène son casse-croûte. La dernière fois, peut-être que c'était la star qui intervenait, notre président Pierre Ruot est intervenu et on était une vingtaine. Et c'était vraiment une réunion que moi personnellement j'ai trouvé très intéressante. On essaye d'équilibrer entre un sujet d'intérêt général pour améliorer la culture des uns et des autres, et puis une deuxième partie d'échange donc assez systématique et voilà, je pense que c'est une bonne formule. Merci Jean-Pierre. Alors, Frédéric et Eric, vous êtes donc vous créateurs dans le domaine des nouvelles technologies, de l'informatique. Bon, on va commencer par toi Frédéric. Je relis mes notes. 5 milliards de points de mesure d'applications dans le cloud, c'est ça le service que vous offrez mensuellement à vos clients. Est-ce que je l'ai bien résumé? En tous les cas, c'est bien la volumétrie que l'on gère pour nos utilisateurs, pour nos clients. Satellize, nous proposons un logiciel et un service 24/7 permettant aux entreprises de superviser leur informatique dans le cloud. Donc l'informatique, les serveurs, les applications, auparavant ça se trouvait dans l'entreprise et maintenant ça se trouve de plus en plus dans les nuages, sur le réseau internet. Et l'usage de cette informatique se fait à travers des tablettes, des smartphones. Et ce que nous fournissons aux organisations informatiques, c'est un bilan de santé temps réel de leur informatique dans le cloud, à base de feu vert, feu rouge, feu orange. Et lorsqu'il y a un feu rouge ou un feu orange, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement et potentiellement des utilisateurs qui sont impactés. Et à ce moment-là, notre solution va alerter ces informaticiens pour qu'ils puissent intervenir ou alors alerter nos équipes pour qu'elles interviennent pour le compte de nos clients. D'accord. Et donc, la même question en fait qu'à Jean-Pierre, le club des lauréats pour vous qui participez en auditeur mais qui participez très activement, quelles sont les retombées? Le club des lauréats, c'est un formidable moment de partage et d'échange. De partage parce que on peut faire bénéficier de sa propre expérience à d'autres entrepreneurs et on peut bien sûr s'enrichir de l'expérience des autres. Et d'échange autour de la thématique, alors que chaque club on a une thématique, mais échange aussi complètement libre. Moi je sais que j'échange beaucoup avec Eric parce qu'en tant que société innovante on a
même si on n'adresse pas du tout les mêmes clients et que nos solutions ne sont pas du tout concurrentielles. Donc on a les mêmes problématiques en tant que société innovante autour du financement notamment, et on s'échange plein de bons tuyaux, très utiles. C'est un peu la logique du réseau. Alors Eric, il a un moment difficile à passer, parce qu'il doit expliquer ce que fait la société qu'il a créée en puissance, et si vous êtes passé sur son stand, c'est pas évident à comprendre. Moi je vais vous dire ce que j'ai compris, c'est Avatar proposé aux professionnels. Est-ce que c'est un début de résumé? Excellent, excellent. Concrètement, pour faire très simple, on développe un tapis roulant multidirectionnel. Vous connaissez tous un tapis roulant type fitness, on marche dans une seule direction, on peut marcher à l'infini sur le tapis. Notre particularité, c'est qu'on a fait un tapis roulant qui permet de marcher dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'on peut se tourner et marcher dans n'importe quelle direction. Ce tapis roulant, complété d'un dispositif de réalité virtuelle, nous permet, nous permet de visiter par exemple un complexe immobilier, nous permet de valider les plans d'une plateforme pétrolière qui n'est pas encore en mer, ou de former du personnel à utiliser cette plateforme pétrolière. Voilà. Bon, bah, c'est à peu près clair, hein, bravo. Parce que c'était un challenge pour Eric. Alors, toi, quand tu participes au Club des lauréats, qu'est-ce que tu en as retiré et quels enseignements tu peux communiquer? Oui, un moment très convivial, il y a beaucoup d'échanges, on parle de nos échanges, avec des intervenants sur des problématiques transversales, donc sur le CDR, sur le CRCE, sur les différents domaines, le réseau et autres, qui sont intéressantes, tout au moins qui sont des matières qui sont intéressantes à réviser ou à voir effectivement comment c'est interprété par d'autres chefs d'entreprise. D'accord. Écoutez, je vous remercie tous les trois. Stanislas est un des lauréats qui n'est plus lauréat. Il est devenu membre, donc on est dans la logique de réciprocité qui est très importante. Avant de parler justement de ce thème-là, une question. On s'était vu en 2010, tu nous avais fait des présentations extraordinaires. Est-ce que ce que vous vendez aujourd'hui, c'est ce que vous aviez prévu de vendre il y a 2 ans? Pas du tout. C'est absolument pas la même chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand même c'est important, puisque tout le monde a eu le droit, de dire ce qu'il faisait. Nous, on fait quelque chose d'assez simple. Normalement, on prend un pinceau ou un rouleau pour faire de la peinture, puis on fait plusieurs couches. On en met un peu partout, ça sent pas très bon, avec un certain nombre d'inconvénients. Et nous, on travaille la peinture sous forme sèche. On fabrique l'ensemble des couches de peinture, on les fabrique en usine. Et puis ensuite, on les colle contre les murs, contre les carlingues d'avion. Donc, je sais que dans un certain nombre d'esprits, les gens se disent c'est comme du papier peint. Alors, on ne met pas du papier peint sur les avions. Vraiment, j'insiste. Et donc, ça prouve que c'est pas du papier peint. Le sujet, est-ce qu'on a fait ce qu'on avait dit? Je crois qu'on a essayé de faire le plus possible ce qu'on avait dit, mais le constat est que c'est assez différent. Est-ce que ça veut dire que on s'est complètement planté? Je ne suis pas sûr qu'on soit complètement planté. Je pense qu'on a réussi à faire déjà une chose importante, c'est lever de l'argent. On a réussi à mettre en place un certain nombre de choses qui ont permis à l'entreprise de vivre et de se développer, d'avoir un premier client assez intéressant qui s'appelle Saint-Gobain, qui incorpore nos produits dans ses produits et qui commence à les vendre. Et donc ça, c'est une première belle réussite. Et puis, deuxième élément, on travaille pour la Commission européenne sur laquelle justement on fait de la peinture dont l'objet est de réduire la traînée des avions et donc d'économiser du carburant. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'EADS dans la salle et EADS commence à s'intéresser aussi à nous, donc voilà, on se développe, mais c'était pas comme ça qu'on avait prévu les choses. C'est le charme de l'entreprise, hein. Les voilà, business plans qu'on écrit, quand on les regarde après... Tout le monde sait que c'est pas vrai. Donc voilà, on fait des business plans, mais tout le monde sait que c'est pas vrai. Alors par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est la réciprocité. Donc maintenant que tu passes de l'autre côté, qu'est-ce que ça fait? C'est un peu angoissant parce que je me dis que je suis pas prêt, mais il paraît que c'est normal. Donc bon, finalement, ça m'angoisse plus.
Je me dis que je suis encore un petit peu tôt dans l'histoire, mais c'est vrai qu'un chef d'entreprise, on lui demande d'être expert dans tous les domaines, surtout dans tous les domaines qu'il n'a jamais touchés. Donc c'est vrai que l'accompagnateur a justement cette capacité à dire bon attends, ça serait plutôt comme ça c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Donc en 3 ans, je crois que j'ai beaucoup appris et que je vais pouvoir redonner ce que j'ai donné, ce que j'ai eu avant. D'accord, merci Stanislas. Alors une question à Olivier. D'où vient cette notion de réciprocité? Quel est l'historique? La réciprocité, c'est véritablement ce qui fait la pierre angulaire du réseau Entreprendre. C'est notre ADN. C'est-à-dire que celui qui a été aidé se doit à un moment d'aider à son tour. C'est ce que disait M. Mulliez. Donc ça, c'est absolument un point essentiel, cardinal. C'est ce qui, je crois, nous rassemble tous, à la fois les lauréats, les candidats et puis tous les membres de l'association. Donc en faisant de la réciprocité, qu'est-ce qu'on fait? On devient en réalité un maillon de cette grande chaîne à laquelle nous appartenons tous, et c'est ce qui nous permet de pouvoir contribuer à cette belle chose qu'est l'association, qu'est d'aider la communauté des entrepreneurs à laquelle nous appartenons et dans laquelle nous souhaitons que le plus grand nombre de personnes puissent venir et nous rejoindre, enfin rejoignez-nous, soyez réciproques, soyons réciproques. Est-ce nous, au niveau de l'association des élus, on est à notre 3e année, mais est-ce qu'on a un peu de recul pour savoir si des bons lauréats deviennent ensuite de bons accompagnateurs et de bons membres de l'association? Oui, alors ils le doivent. Je dirais que ça fait partie du pacte. Oui, c'est vrai. Oui, je vais être super fort. Non, mais ça fait partie des choses. Je dirais qu'un lauréat a vocation naturelle à devenir accompagnateur, à rendre ainsi et à être réciproque et à rendre ce qu'il a donné entre guillemets. Alors c'est pas rendre pour rendre en disant je t'ai donné quelque chose mais je suis créditeur à ton égard, c'est simplement de dire je partage et je transmets le témoin de ce qui nous anime tous, c'est-à-dire de participer à la création d'emplois, à la création d'entreprises. Voilà. Merci Olivier, merci Stanislas. À la fin de notre cérémonie, enfin l'avant-fin, puisqu'après on aura le plaisir de se retrouver au buffet, et donc on va remettre à nos lauréats les trophées, et donc pour cela je vais appeler notre parrain et Pierre à me rejoindre sur le stand. Et donc je vais appeler chez Cardinalis Yvick, je vais appeler chez Altaïr Pierre, je vais appeler chez Cookétique Oa et Van. Je vais appeler chez Finansemble Fred, Max, Emmanuel et Adrien. Je vais appeler chez Sport d'époque Jérôme et Benoît. Je vais appeler chez Openfield Eric. Je vais appeler chez Compagnon d'Auvergne Yannick, pardon. Chez Satellite, j'appelle Ludovic, Fred et Roman. Et enfin, chez En Puissance, je vais appeler Eric. Voilà. Donc Christine va nous aider à remettre... C'est un peu compliqué sur l'estrade avec l'écran. Hein. On est désolé pour ceux qui sont là. C'est un petit peu difficile. Hein. Donc Christine, elle doit être derrière vous. On fait une cérémonie groupée pour éviter des allers-retours sur l'estrade. Donc voilà, il y a la remise des trophées par Pierre et par Jean-Bernard. Et ils ne sont pas nominatifs.
Si, ça va être... Pierre Guillet. Val des Nuits. Adrien Gaucher, finançant. On va faire comme à la communion, ceux qui ont déjà leur lot reviennent vers moi. Vite. Frédéric Millot, finançant. Maxime Camus, finançant. Emmanuel Colino, finançant. Damien Zeller, Nicolas. Sport d'époque, Benoît d'Argentieux. Sport d'époque, Jérôme d'Argentieux. Les compagnons d'Auvergne, Yannick Lecor. D'Auvergne, pardon, pas d'Auvergne. Ludovic Foros, Satellise. Frédéric Jaffray, Satellise. Romain Cutien, Satellise. Cutien, Éric Donzier au Bonfil. Éric Belmont en puissance. Félicitations à tous. On va faire une photo avec les plus grands en haut et les moins grands devant l'estrade. On ne va pas tous venir. Arborez bien votre trophée, vous en êtes fiers. Merci beaucoup. Lauréats, membres, vous êtes formidables. Vous êtes formidables, vous montrez le chemin, vous nous montrez ce qu'il faut faire pour que les gens aient le moral et voient quelque chose de formidable s'accomplir. C'est votre projet et la joie de créer des emplois à l'intérieur de votre entreprise. Alors je voudrais saluer aujourd'hui, Hubert Zimmermann. Hubert, malheureusement, nous a quittés en fin d'année dernière. C'était un de nos membres, c'était une personne formidable. Je l'ai connu avant qu'il soit membre de Réseau Entreprendre. Et Hubert était une personne qui, tout d'abord, avait de très grandes qualités humaines. Et puis, il avait appliqué ces qualités humaines pour faire ce que fait Réseau Entreprendre. Il avait réussi un projet qui, malheureusement, n'est pas réussi aussi souvent que l'on le voudrait en France. Il a créé une société française. Il a accompagné cette société française aux États-Unis. Il a développé en Asie. C'était un vrai succès. Et un jour, il a décidé de rendre ce qu'il avait lui-même appris. Et donc, il a commencé par le faire en accompagnant de jeunes entrepreneurs. Et il a une phrase que je vous laisse lire, qui est caractéristique de lui, qui est une phrase très puissante, qui est basée sur les valeurs qui sont celles de l'homme créateur d'entreprise. Et Hubert, jusqu'à la dernière minute pratiquement, a continué à accompagner un membre de Réseau Entreprendre. Et puis un jour, on a appris qu'il disparaissait, et c'est une grande perte. Nous avons tous décidé au niveau du conseil d'administration de Réseau Entreprendre de donner son nom à cette promotion, qui est donc la première promotion de Réseau Entreprendre dans les Yvelines qui porte le nom d'un membre. C'est la promotion Hubert Zimmermann. Nous avons ici ce soir parmi nous son épouse, Catherine, et son fils. Et je vais les appeler pour qu'ils viennent nous rejoindre ici. On voudrait leur faire un cadeau en reconnaissance de ce que Hubert nous a apporté et ce qu'il a apporté à tous les jeunes entrepreneurs. Je ne
je ne vois pas. Catherine Zimmermann était là tout à l'heure avec son fils. Son beau-frère, pardon. Beau-frère. Si vous voulez bien venir, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Merci. Je voudrais remercier aussi nos partenaires et je vais les convier aussi à venir nous rejoindre. Mais avant de remercier les partenaires, je voudrais tout de même remercier ceux qui ont été les éléments essentiels de l'organisation de cette soirée. Je voudrais remercier Emmanuel Coulon, celui qui a conçu les films que vous avez vus, et notamment le premier qui est remarquable. Donc félicitations à Emmanuel. Clément, ce n'est pas son métier. Rémi, qui a été aussi remarquable que d'habitude. Christine. Patrick Dohin, qui est caché quelque part. Et donc tous nos partenaires. Donc les partenaires, vous les voyez ici. Je ne sais pas si on a des représentants du conseil régional. S'il y en a, vous venez de me rejoindre. De la Caisse des dépôts, du Conseil général des Yvelines, je sais qu'il y a des personnes parce que je les ai vues. Donc venez, les partenaires qui ont leur nom sur cette affiche, pas celle-là, l'affiche précédente. Donc je vous invite à venir nous rejoindre. Et je voudrais remercier les partenaires qui sont aujourd'hui partenaires de cet événement. Bien sûr, Versailles Grand Parc, Laurent, si tu veux bien me rejoindre. Mais je vois qu'il y a des timides parce qu'il y a vraiment des partenaires qui devraient être là. Voilà, je vois Valérie Cariou qui vient vers nous. KPMG, donc on a aussi Laurent Courquin, je sais qu'il est là, parce qu'il était là tout à l'heure. Pardon ? Oui, oui. J'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. Donc Bruno Lantier qui est là aussi. Et où est Laurent? Je sais que la Banque Populaire est là aussi, parce que j'ai vu la Banque Populaire tout à l'heure. Ah. Alors peut-être qu'elle est partie avant, mais donc certains des partenaires étaient là tout à l'heure parce que je les ai vus. Donc tous les partenaires qui ont leur nom ici sont priés de venir, sinon vous ne serez pas sur la photo. Donc on prendra la photo sans vous. En tout cas, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient là tout à l'heure, donc pour ceux qui ne sont pas là, merci beaucoup. C'est grâce à votre engagement que l'on peut faire ce que l'on fait aujourd'hui. C'est grâce à votre mobilisation. Merci à vous. On va prendre une photo et puis maintenant, bonne soirée.